Bonjour à tous, cette fois nous allons bien commencer. Bienvenue à ce troisième webinaire sur le thème de la marque employeur. Je suis Thomas Chardin, je dirige l'agence Parlons RH que j'ai fondée en 2012. Parlons RH, en quelques mots, c'est une agence de marketing éditorial et digital qui est dédiée à l'écosystème des ressources humaines et du management. Nous accompagnons l'ensemble de ces acteurs RH dans l'intégration du digital et des réseaux sociaux en particulier dans leur stratégie de communication interne et externe. La marque employeur est au cœur de nos thématiques et j'ai le plaisir ce matin de recevoir un expert du domaine, un spécialiste et même un influenceur. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je vais laisser tout à l'heure la parole, enfin dans quelques instants la parole Jean-Christophe pour ceux qui ne te connaissent pas par hasard, que tu puisses leur présenter et que tu puisses présenter en quelques mots RMS Touch. Juste quelques informations sur les modalités opérationnelles ou techniques de ce webinaire. Il va durer donc 45 minutes. Je vous invite dès maintenant à utiliser le chat en bas à gauche pour poser des questions à Jean-Christophe. Le but, c'est d'être le plus possible dans un échange, même si on ne vous voit pas. Et donc, on essaiera de répondre à, si possible, toutes les questions. En tout cas, en prendre certaines à la volée. Et puis, dans le dernier quart d'heure, on essaiera de toutes les reprendre et essayer d'y répondre le plus possible. Juste pour vous poser le cadre de cette intervention, de ce webinaire, je poserai donc trois grandes questions, si je puis dire, à Jean-Christophe. D'une part, qui nous aide à mieux comprendre le contexte dans lequel on le situe. De quoi parle-t-on quand on parle d'authenticité et de transparence de la marque employeur? Voilà, quel est le contexte? Ça me semble important de toujours commencer nos webinaires sur rappeler ce qui peut paraître évident aux uns et aux autres, mais ce qui n'est pas toujours. Deuxième grande question que j'adresserai à Jean-Christophe, en complément, j'insiste sur vos propres questions dans le chat de tout ordre, n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à commenter, sur cette notion d'engagement et est-ce que l'authenticité et la transparence sont-elles les solutions miracles de cette volonté d'engagement des collaborateurs? Deuxième question. Et troisième question, on essaiera d'avoir un échange plus prospectif sur les prochaines étapes. Si on continue dans cette voie de l'authenticité et de la transparence de la marque employeur, quels sont finalement ce qui nous attend en termes organisationnels de rapport à l'emploi? Avant d'aborder ces trois questions, une petite question, Jean-Christophe, comme je vous l'avais promis, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter RMS Touch? Bien sûr, alors je suis le directeur d'une société qui s'appelle RMS Touch, RMS voulant dire recrutement mobile et social. C'est une société spécialisée dans l'innovation du recrutement, du marketing employeur, du campus management. Une société que j'ai créée il y a maintenant bientôt 5 ans. Voilà. Et cette société a 3 activités principales. La première est l'organisation d'un événement qui s'appelle RMS Conf, avec le même acronyme, recrutement mobile et social, qui est aujourd'hui le plus grand événement en Europe sur l'innovation dans le recrutement et le marketing employeur et les relations école-entreprise. La deuxième activité est une activité de formation, puisque nous formons aujourd'hui un certain nombre de recruteurs dans les entreprises, dans les cabinets de recrutement, à la fois au sourcing, à la recherche de candidats sur les réseaux sociaux, mais également à l'animation de communautés RH et ce que l'on appelle le community management RH, en animant des présences sociales sur Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter et autres. Nous avons également une activité de formation auprès des écoles, puisque nous accompagnons un certain nombre d'écoles dans l'acculturation également et la prise en main de ces outils pour mieux accompagner leurs étudiants, mais également pour mieux interagir avec les entreprises. Troisième activité, c'est la digitalisation. Nous intervenons auprès des entreprises pour les sensibiliser à tous les impacts du digital sur la fonction RH et sur l'entreprise. Voilà, avec donc trois marques fortes, RMS Touch, l'entreprise, RMS Conf, l'événement, RMS News, qui est notre média, sur lequel vous allez trouver un certain nombre d'interviews et de billets d'innovation sur le recrutement. RMS News qui a été identifié cette semaine ou la semaine dernière par Linkfluence et l'étude Randstad comme le 5e blog le plus influent sur la marque employeur. Donc s'il le fallait en plus de ce que tu viens de dire, voilà un élément de plus pour justifier ta présence parmi nous. Merci encore une fois d'avoir fait le trajet ce matin depuis Strasbourg pour nous rejoindre. Alors commençons par la première question. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le concept? Je vais te laisser cliquer la souris là et avancer un petit peu. Voilà. Quel est le contexte et de quoi parle-t-on exactement quand on parle de marque employeur?
Alors de marque employeur, la marque employeur, peut-être pour faire court, parce que je vais y revenir tout à l'heure dans un slide, la marque employeur pour moi c'est l'une des composantes de la marque d'une entreprise. Donc il y a d'un côté la marque commerciale, la marque produit, et puis de l'autre la marque employeur, donc c'est l'entreprise dans sa dimension employeur. Et dans cette dimension employeur, il y a deux sous-dimensions, et tu en as parlé tout à l'heure. Il y a cette dimension externe qui est ce que l'on appelle l'attractivité d'une entreprise, comment une entreprise peut attirer, séduire, draguer, j'aime bien ce mot, les candidats potentiels pour en faire des collaborateurs un jour. Et de l'autre côté, comment en interne elle va engager, fidéliser ses collaborateurs. Donc il y a vraiment deux dimensions dans cette marque employeur et c'est vrai que l'on a tendance peut-être trop souvent à ne voir que la dimension externe, alors que la dimension interne est évidemment éminemment importante. Et ce qui est intéressant avec les médias sociaux, c'est que finalement on met souvent l'interne au service de l'externe en faisant des collaborateurs des ambassadeurs et du coup en les engageant, on va leur permettre d'interagir et de donner envie peut-être à d'autres candidats et à d'autres individus de rejoindre l'entreprise. Donc ça c'est pour la marque employeur. Après je ne sais pas si tu souhaites que je parle d'authenticité et de transparence ou est-ce qu'on le... Non, allons-y et puis justement on reviendra là-dessus si c'est... Alors, voilà, donc je vais commencer par vous dire qu'avant que on se retrouve avec l'émergence des médias sociaux, les entreprises maîtrisaient parfaitement leur image et leur communication. Cette image, elle était totalement contrôlée par la direction de la communication. Et donc elle était quelque part lisse, sans aspérité, elle était déshumanisée, désincarnée. Voilà, donc à l'image, le petit poste de télévision noir et blanc qui va bien. Et puis on est arrivé avec l'arrivée des médias sociaux, toute cette vague, à partir des années 2003-2004. 2003, c'est la naissance de LinkedIn aux États-Unis, 2004, c'est la naissance de Facebook aux États-Unis sur le campus d'Harvard, mais aussi de Viadeo en France, qui s'appelait Viaduc à l'époque. Et donc là, on a eu l'émergence d'une nouvelle façon de représenter l'entreprise, c'est que quelque part l'entreprise ne maîtrise plus totalement son image, puisque cette image dépend également de l'image de chacun de ses collaborateurs qui sont eux-mêmes présents sur les différents médias sociaux. Donc ce qui est intéressant, c'est que je me souviens encore, il y a quelques années, c'est moins le cas aujourd'hui, que les entreprises avaient coutume de dire nous ne sommes pas sur tel ou tel média, sauf qu'elles y étaient déjà de par la présence de leurs collaborateurs. Donc cette présence des collaborateurs sur les médias sociaux, les entreprises soit vont la subir, soit elles vont en faire une opportunité et elles vont saisir cette occasion justement de transformer ces collaborateurs ambassadeurs en véritables porte-drapeaux et en donnant du coup un visage plus humain, une voix plus humaine également à leur marque employeur. Alors, de l'autre côté, la communication également, les entreprises ne maîtrisent plus totalement, elles ont perdu le contrôle total de leur communication. Dans un premier temps, cette communication était également parfaitement maîtrisée. Alors OAH, c'est un acronyme que j'ai moi-même créé, qui veut dire Only at Home, par opposition à celui que l'on verra juste derrière. Et donc là, c'est l'idée que finalement les entreprises, dans leur maîtrise de cette communication, choisissaient à la fois le moment où elles délivraient cette communication, le lieu où elle était reçue par le destinataire, que ce soit souvent au domicile du destinataire ou sur son lieu de travail, et puis le canal, alors c'était les masses médias, la télévision, la radio, le journal. Et aujourd'hui, ça a bien changé évidemment, puisqu'on est dans un mode de fonctionnement qui est ATAWAD, ATAWAD voulant dire Anytime, Anywhere, Any Device. Donc à tout moment, en tout lieu, à partir de n'importe quel terminal, qu'il soit fixe ou mobile, qu'il soit web ou smartphone, un individu peut interagir avec cette information, peut accéder à l'information, peut lui-même produire cette information. Et c'est de par cette réalité également que sont nés des métiers comme celui de Community Manager, puisque forcément, l'entreprise pouvant être interpellée et sollicitée à tout moment sur la toile, il fallait nécessairement créer des postes d'animateurs de communauté susceptibles de répondre à ces sollicitations. Voilà. Donc ça a forcément changé, à la fois la relation d'une marque avec ses clients, mais également la relation d'une marque avec ses candidats ciblés. Et forcément, aujourd'hui, c'est une relation qui est en temps réel. Alors, voilà. Et du coup, alors moi, pour la petite histoire, j'ai fait 2 ans de médecine avant de faire du droit. C'est pas pour rien l'anatomie de la marque employeur. Et je me suis amusé parce que très souvent on parle d'identité employeur, de marque employeur, de marketing employeur, de communication employeur, d'image, de
de réputation employeur, et je me suis dit, tiens, et si on faisait une analogie avec les organes du corps humain que j'ai un petit peu étudié dans mes cours d'anatomie de l'époque. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas fait 2 ans de médecine, mais je sais reconnaître les organes qui sont présents sur l'infographie. J'ai pris des organes relativement simples qui sont connus par tout le monde, mais l'idée c'était de faire ce parallèle, et je me suis dit, voilà, de quoi parle-t-on? Et j'ai essayé donc d'y mettre un peu de biologie, parce que pour moi c'est très organique finalement la marque employeur. Alors, ce que j'ai appelé identité employeur, c'est finalement l'ADN de l'entreprise, c'est sa culture, son histoire, ses valeurs, c'est ce qu'elle est, finalement elle est obligée de composer avec, c'est son ADN. Après, il y a le message que souhaite faire passer la direction générale, la direction de la communication, la direction du marketing employeur ou du marketing RH, et là, on parle de promesse, hein, c'est la promesse que fait l'entreprise à ses collaborateurs en interne et qu'elle fait évidemment à ses futurs collaborateurs peut-être un jour, aux candidats ciblés. Donc c'est son cerveau. Hein, voilà. Mais entre le cerveau et le cœur, il y a une belle différence quelquefois. Alors, dans les entreprises aujourd'hui essayent de réduire au maximum le gap qui pourrait exister. Le cœur, pour moi, c'est l'émotion employeur. Alors là, j'ai aussi, je pense, créé quelque part un néologisme. L'émotion employeur, on parle souvent d'expérience collaborateur, d'expérience employé. Et ça, c'est par opposition à l'expérience candidat, c'est l'expérience vécue en interne par les collaborateurs de l'entreprise. Donc, quelle est, est-ce que la promesse est en adéquation avec ce qui est vécu sur le terrain? Et ça, c'est vraiment important pour une entreprise aujourd'hui, parce que du fait déjà de l'exposition de cette entreprise sur les médias sociaux et ce que peuvent en dire évidemment les collaborateurs, elle se doit aujourd'hui, elle ne peut plus vraiment faire autrement, elle se doit de rapprocher autant que faire se peut la promesse et l'émotion. La communication employeur, ça c'est, alors si l'émotion employeur c'est le cœur et quelque part pour ceux qui sont vraiment férus de médecine, c'est le génotype, c'est ce qui se trouve finalement, c'est le patrimoine génétique quelque part. La communication employeur c'est l'expression de ces gènes, alors je dis c'est plutôt l'identité employeur pardon, qui est le génotype avec l'ADN, et la communication employeur c'est l'expression, c'est le phénotype, et donc le phénotype c'est si vous prenez 2 individus, 2 jumeaux et vous en mettez un, alors des vrais jumeaux, hein, homozygotes qui sont identiques, vous en mettez un à la plage avec du soleil tous les jours et un dans une grotte reculée, il y en a un qui va peut-être avoir le teint forcément un peu plus mat et se développer différemment, être peut-être plus musclé et se tenir plus droit que celui qui sera dans une grotte sans lumière toute sa vie, alors que pourtant ils ont le même patrimoine génétique, ou en tout cas un patrimoine génétique proche. Donc la communication employeur, c'est ce que dit l'entreprise d'elle. Et puis après, il y a le marketing employeur. Le marketing employeur, pour moi, c'est plus, et c'est souvent, on a du mal à distinguer marque employeur et marketing employeur. Le marketing employeur, c'est plutôt comment on donne vie à cette marque, comment on l'exprime et comment on la fait vivre sur les médias sociaux. Donc pour moi, c'est le sang de l'entreprise, c'est le fluide qui circule dans le cœur humain. Et ça, ce sont les collaborateurs qui vont porter cette bonne parole sur les médias sociaux. Et l'image employeur, la réputation, ça c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'entreprise, c'est ce que les autres en disent. Alors quelquefois, ça lui appartient directement quand ce sont les collaborateurs qui s'expriment, notamment sur des sites comme Glassdoor, comme Meilleure Entreprise, on le verra tout à l'heure. Mais c'est également finalement la façon dont est perçue une entreprise par les candidats, de par évidemment ce qu'elle produit, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, mais aussi simplement, la réputation c'est quelque chose d'assez subjectif, l'image que se fait une personne d'une entreprise. Voilà pour cette petite analogie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Justement, sur cette première étape, alors je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions. Vous êtes 34 en ligne. Donc n'hésitez pas à émettre aussi vos commentaires et vos questions sur cette partie un petit peu un peu l'historique, le contexte dans lequel on se situe de la marque employeur. J'aime beaucoup l'image précédente de l'infographie parce qu'une bonne marque employeur, c'est probablement de mettre en cohérence l'ensemble des items que tu as évoqués. Donc posez vos questions. Voilà. Posez vos questions, on est là pour vous. Jean-Christophe est là pour répondre à ces questions au-delà du propos qu'il peut... Et alors justement pour revenir juste mais un tout petit retour en arrière, c'est que finalement la marque employeur pour moi est la somme de ces différentes entités. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez complexe. Alors justement, juste avant de basculer là, parce que cette deuxième question, c'est sur l'engagement des collaborateurs. Il y a une étude Oracle qui est sortie il y a 1 mois. Alors, s'il fallait une étude, qui dit que 80% des décideurs français jugent comme prioritaire
l'engagement des collaborateurs et comme la priorité en termes de contribution à la performance de l'entreprise. Mais à vrai dire, tous les trimestres, il y a une étude d'un grand acteur du marché qui démontre que, OK, il faut aller vers l'engagement, il faut développer cette notion d'engagement des collaborateurs. Et donc, est-ce que l'authenticité, la transparence de la marque employeur, en quoi est-ce la solution miracle éventuellement à cette notion d'engagement? Est-ce que tu peux développer ce point? Alors, tant mieux que ces enquêtes démontrent à quel point l'engagement est important, heureusement pour les entreprises. Alors, l'engagement, oui, il peut prendre différentes formes aujourd'hui et de par la multiplicité des plateformes web et notamment sociales, comme on va le voir. Alors là, j'ai sélectionné pour vous un certain nombre d'exemples qui, pour moi, sont assez concrets et permettent de voir quelle est l'évolution sur les dernières années. Alors, on va aborder dans un premier temps l'authenticité, la transparence dans un second. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est vraiment le côté humain, le visage, la voix de l'entreprise qui passe par les collaborateurs. Et cette authenticité, la première entreprise à avoir été réellement avant-gardiste sur le sujet, c'est BNP Paribas qui, en 2011, a créé une plateforme à part. Alors c'est étonnant parce que BNP Paribas n'a pas forcément un site carrière autonome à l'écart du site corporate, comme un certain nombre d'entreprises le font aujourd'hui. C'est un petit peu la tendance. Mais BNP Paribas a développé une plateforme vraiment à part dès 2011 qui s'appelle Backstage. Et sur cette plateforme, le parti pris, c'était de rendre directement accessible un certain nombre de collaborateurs du groupe exerçant les différents métiers que l'on peut retrouver au sein du groupe, et de donner pour mission à ces collaborateurs de répondre à toutes les questions que des candidats intéressés par tel ou tel métier au sein du groupe pouvaient leur poser. Donc ce n'est pas juste, évidemment, les représentants de la fonction RH, ce sont des analystes financiers, ce sont des auditeurs, ce sont des personnes qui travaillent au front office ou au back office dans une banque, ce sont des actuaires éventuellement, enfin toutes les conseillers, clientèle, toutes les différentes professions représentées au sein du groupe. Donc ça, c'est assez intéressant et on peut suivre le fil des questions et des réponses qui y sont apportées. On peut interpeller comme ça tous les collaborateurs avant même, évidemment, de postuler. Dans la même tendance, c'est exactement le même concept, mais ça c'est sur le site carrière de Deloitte France. Alors en 2012, Deloitte a développé un site carrière autonome par rapport justement à son site corporate. Et sur ce site, rapidement, Deloitte a eu cette audace de mettre en avant tous les collaborateurs recruteurs, les principaux collaborateurs recruteurs de l'entreprise, avec, tenez-vous bien, une petite bio, le téléphone, le mail, les accès Twitter, Viadeo, LinkedIn. Donc finalement, ces collaborateurs chez Deloitte sont missionnés. Ils sont rétribués même pour ce rôle d'ambassadeur et donc ils peuvent également répondre à toutes les questions que sont susceptibles de leur poser les candidats. Ce qui est intéressant dans ces deux cas de figure et dans ceux que l'on va voir après, c'est que finalement, cette authenticité, quelque part, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, de toute façon, ne peuvent ignorer que ces collaborateurs sont présents sur les différents médias. Donc, plutôt que d'inviter le candidat à aller les trouver, puisque de toute façon, le candidat va aller, googliser à la fois le recruteur qu'il va rencontrer en entretien, voir les collaborateurs qui travaillent dans l'équipe qu'il pourrait rejoindre un jour, plutôt que d'aller les chercher sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Twitter, sur Facebook, finalement, de les offrir directement et de les rendre accessibles immédiatement dès le site carrière. Voilà. À partir du moment où ces personnes sont rémunérées, ou en tout cas elles se situent dans l'espace de l'entreprise, est-ce qu'on peut vraiment parler d'authenticité? Parce que c'est une authenticité un peu sous contrainte. Si mon employeur me demandait d'être ambassadeur et m'engagerait pour... Alors forcément, c'est intéressant. En même temps, moi je trouve que c'est pas mal chez Deloitte de rétribuer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui donnent la possibilité à leurs collaborateurs. Alors, évidemment, il y a des collaborateurs qui la prennent sans qu'on leur donne la possibilité, mais il y a des entreprises qui donnent cette possibilité de s'exprimer, d'animer, qui encouragent leurs collaborateurs à prendre la parole sur les médias sociaux. Mais ça n'est absolument pas prévu. Il n'y a pas de temps dédié à cette activité. Et du coup, ces collaborateurs soit vont mal le faire, soit ils vont le faire sur un temps de pause, au déjeuner, le soir, alors qu'en principe, ils sont censés justement s'arrêter de travailler quelque part et s'arrêter de représenter leur entreprise, en tout cas de passer de leur vie pro à leur vie perso. Là, ce qui est intéressant chez Deloitte, c'est que c'est une véritable mission, reconnue comme telle, et ce qu'un certain nombre d'études ont pu démontrer, c'est qu'autant les collaborateurs peuvent décrier leur employeur
Alors, il y a différentes proportions dans les entreprises, mais finalement, quand on leur donne la possibilité de s'exprimer et de dire le bien qu'ils pensent de leur entreprise, ben, ils sont plutôt positifs vis-à-vis de leur entreprise parce qu'ils se sentent reconnus quelque part dans l'entreprise et fidélisés, engagés. Davantage engagés en tout cas que si on leur ferme les portes et si on leur dit bah non, là sur votre lieu de travail, les accès médias sociaux, vous n'y pensez même pas, alors qu'à côté de ça, on leur donne un smartphone pour qu'il soit joignable toute la journée, le week-end, en vacances. Donc il y a des paradoxes quelquefois. Donc moi je trouve que ce n'est pas forcément un mal que ce soit rétribué. Alors après, évidemment, on va dire est-ce que c'est contrôlé, est-ce que c'est pas contrôlé. Il y a des entreprises qui vont modérer un certain nombre d'échanges, qui vont demander à des collaborateurs de valider. Après, quand on le voit sur les plateformes telles que celles qui existent, c'est modéré, pas forcément. Ça dépend de la culture de l'entreprise. Dans ma notion de contrôle, dans ce que j'évoquais, c'était un contrôle implicite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que l'autocensure finalement. Donc c'est une authenticité, mais je vais plutôt dans le sens, je trouve ça plutôt positif, mais une authenticité encadrée, marketée, organisée. Mais tant mieux si ça permet d'aller toucher un petit peu plus du doigt la vérité vraie. Ouais, moi je pense qu'elle est encouragée, et que quand elle est encouragée, qu'on accepte, et que ça dépend évidemment du directeur recrutement, marque employeur, du directeur des ressources humaines, voire du directeur général, qu'on l'on accepte que l'image de l'entreprise s'en trouve, peut ne pas être tout le temps parfaite, qu'il y a des aspérités, que l'erreur est humaine, ça marche. Et si on l'encourage, et si on dit aux collaborateurs allez-y, ça marche mieux que si on a une charte plutôt restrictive, où on va dire surtout ne faites pas ça, et là évidemment, c'est pas d'accord. Julie, Pierre, Sarah et Bertrand, n'oubliez pas vos questions, on va les traiter juste après. Alors, je continue sur cette évolution. Deloitte, qui a été longtemps, avec un certain nombre de palmarès, notamment Paul Financial Park, l'une des entreprises, ou si ce n'est l'entreprise la plus innovante sur ces 5 dernières années en France, Deloitte a prolongé un petit peu cette logique en donnant la même possibilité via sa page Facebook Carrière de mettre en relation des collaborateurs en interne avec les candidats. Ça, c'est une application qui s'appelle PassMotion et qui équipe aujourd'hui un certain nombre d'entreprises en UK et en France et qui permet, sur une page carrière, sur un site carrière comme on va le voir après, sur une offre d'emploi, de mettre en relation les collaborateurs avec les candidats. Donc c'est toujours la même logique, on peut suivre, alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut suivre à la fois les échanges, on a la bio de la personne, c'est sur Facebook, alors vous allez me dire, oui, mais qu'en est-il de la séparation entre le profil perso du collaborateur et évidemment son activité d'ambassadeur? Mais en fait, c'est une application qui sépare bien le profil personnel d'un côté et le profil ou la partie de profil qui est utilisée pour répondre à ces questions. Donc, les candidats qui sollicitent ces collaborateurs n'ont en aucun cas accès au fil, aux photos, à toutes les informations Facebook personnelles des collaborateurs. C'est du Facebook at Work en avance. Voilà, exactement. Et puis, du coup, toujours pour aller un peu plus loin, 2015 c'est, je crois que j'en ai raté un des slides, je me demande s'il n'y en a pas un qui a été, oui c'est ça. 2015, il y a déjà eu Orange, exactement la même application, le même principe sur son site carrière, donc voilà, on va de plus en plus loin, et fin 2015, donc ça est encore plus intéressant, ce sont les offres d'emploi SNCF qui sont diffusées sur le site emploi JobInTree, qui utilisent toujours la même application PassMotion et qui permettent au candidat qui repère une offre d'emploi, il a 2 possibilités qui s'offrent à lui, 2 boutons finalement, il peut postuler comme de manière assez classique, mais il peut aussi discuter. Donc ça c'est assez intéressant de voir qu'il y a un bouton discuter avant même de rentrer dans l'offre pour y lire le contenu complet que vous avez au centre de ce slide. Et en bas de l'offre, vous voyez à nouveau le même bouton discuter et vous avez les collaborateurs que le candidat peut solliciter, qui représente là à la fois les métiers, le métier correspondant à l'offre d'emploi. Quelquefois, on a aussi une vidéo qui va illustrer ce métier, et c'est une vidéo métier où le collaborateur en question présente son métier dans son environnement de travail. Donc on a comme ça des offres de plus en plus enrichies avec cette possibilité, encore une fois, de discuter, d'engager la conversation avant même de postuler. Voilà. OK. Et alors, le côté transparence, qui pour moi va un peu plus loin que l'authenticité, parce qu'on peut être authentique sans être forcément entièrement transparent. Après, tout dépend ce que l'on entend par transparence. Pour moi, la transparence, ça commence notamment avec cette dimension évaluation
des collaborateurs. Alors vous connaissez sans doute le site Glassdoor dont on va parler juste après. Il y a un site français aussi qui était là un petit peu avant l'arrivée de Glassdoor, c'est le site Meilleure Entreprise. Meilleure Entreprise qui a été créé par Laurent Labbé, un ancien de L'Oréal, en 2010. Et c'est un site qui est un peu sur le même principe, hein. D'ailleurs Laurent Labbé s'est inspiré de Glassdoor, permet à tout à chacun, collaborateurs, mais aussi candidats et voire les stagiaires, d'évaluer l'entreprise. Bonjour, alors il y a eu une petite interruption, désolé pour ce petit souci technique. En tout cas, oui, voilà, donc sur Meilleure Entreprise, 3 classements, Happy at Work, Happy Trainees, Happy Candidates, qui sont des classements qui permettent d'évaluer les entreprises à la fois par les collaborateurs, les stagiaires et par les candidats. Et puis, voilà, le site qui historiquement a lancé cette dynamique aux États-Unis en 2007, le TripAdvisor de l'emploi, Glassdoor, ce sont 3 anciens de TripAdvisor, hein. C'est assez étonnant comme très souvent, et vous allez le voir avec d'autres slides par la suite, ce qui se passe du côté tourisme, qui est souvent en avance en termes de social media et d'utilisation marketing du web, est repris par la suite dans d'autres domaines, et notamment dans les RH. Et donc là, ces 3 anciens de TripAdvisor ont créé Glassdoor avec la même ambition, à savoir rendre accessible des candidats, des collaborateurs, les avis des autres candidats et des autres collaborateurs qui, là aussi, sous couvert d'anonymat, peuvent évaluer leur entreprise sur un certain nombre de critères. Alors, pour la petite histoire, c'est aussi un agrégateur d'offres, hein, Glassdoor évidemment, et puis pour lire les commentaires des autres, il faut en laisser un soi-même. Voilà. C'est la petite règle, sinon on n'a pas accès à toute l'information. Viadeo s'est lancé également, donc Glassdoor est arrivé en France, a été créé aux États-Unis en 2007, est arrivé en France fin 2014, et Viadeo également fin 2014 a lancé sur ses pages entreprises la possibilité également d'évaluer l'entreprise. Alors ce qui est intéressant, c'est que Viadeo a été un petit peu en avance par rapport à LinkedIn sur ce point-là, et j'ai entendu dire récemment que LinkedIn évidemment se penchait sur la question. Je suis d'ailleurs assez surpris que LinkedIn ne l'ait pas encore proposé. Voilà. Et pour terminer, justement, je reviens un petit peu à ce parallèle que l'on peut faire avec le tourisme, c'est que vous avez de plus en plus de sites d'hôtels. Alors ça, c'est un spa dans lequel je n'ai pas encore eu le loisir de séjourner en Alsace, qui met en avant, comme vous le voyez en bas à gauche, les commentaires d'un certain nombre de sites comme Booking, comme Hotel.com, comme Expedia ou Petit Futé. Donc voilà, je joue la transparence à fond, et finalement, comme ces informations, vous allez les retrouver de toute manière sur ces différentes plateformes, autant que je les mette à votre disposition directement en ligne, sans modération. Et je terminerai avec l'école de ski français. C'est assez étonnant ce qu'a fait l'école de ski français. Ils ont la même chose. Vous pouvez, en tant que client, évaluer les moniteurs de ski, et ça apparaît directement avec un accès depuis la homepage du site web de l'école de ski français, et vous avez en direct les commentaires positifs, les commentaires négatifs, sans aucune distinction. Alors, Jean-Christophe, je vais te demander un challenge. Il y a eu de nombreuses questions, on va en traiter 5 pour l'instant. Ouais. Et donc, comme il y en a 5, ce que je te propose, c'est de les traiter chacune en 1 minute, ce qui fera 5 minutes et qui nous laissera donc 10 minutes pour adresser la suite du propos. Alors, il y a d'abord Julie qui nous pose la question suivante. Comment ces collaborateurs, les ambassadeurs que tu évoquais tout à l'heure, de Deloitte ou de BNP, ont-ils été sollicités? Alors, si tu as l'info, y a-t-il un suivi, un accompagnement de ces ambassadeurs? Est-ce qu'il y a une organisation, quelque chose qui est mis en place? Sélection? Alors oui, alors j'ai pas forcément la règle exacte dans chacune des entreprises, mais très souvent dans ces entreprises-là, on va déjà identifier quels sont les collaborateurs qui sont naturellement présents et qui sont naturellement actifs et engagés sur ces différentes plateformes, et dans un second temps leur proposer de jouer ce rôle, qu'ils acceptent ou non, évidemment. Après, je ne connais pas les conditions exactes. D'accord. Mais donc il vaut mieux s'appuyer sur des personnes qui sont déjà engagées et qui ont déjà cette appétence de parler de leur entreprise naturellement, et qui sont à l'aise avec les médias sociaux. Sinon, il faut les former. Je pense qu'ils s'identifient effectivement, les ambassadeurs s'identifient assez rapidement. Ils ont déjà cette qualité-là, si je puis dire. Et après, il y a des entreprises qui forment en interne pour en faire des ambassadeurs aussi. Pierre nous pose la question suivante. Y a-t-il un ROI souhaitable sur la participation des collaborateurs? Est-ce que tu as des indicateurs? Alors,
des statistiques, un nombre de messages envoyés, un nombre de temps de Ouais, connexion, non, ou est-ce que c'est... j'en ai aucun et moi je suis pas un héroïste convaincu pour la simple et bonne raison que oui, c'est toujours la grande question en marketing, quel est le ROI des différentes actions. Alors on peut traquer un certain nombre de choses évidemment, on peut comptabiliser le nombre de fans sur une page Facebook, le nombre de personnes qui suivent une page LinkedIn ou qui vont suivre un compte Twitter. Maintenant je ne sais pas si c'est le plus intéressant, le plus intéressant c'est la qualité et du contenu qui est partagé. De toute façon, ce qui relève de l'image d'une entreprise et de son attractivité, alors là pour parler de la partie externe de la marque employeur, ne doit pas, pour moi, à mon sens, être uniquement calculé en termes de ROI. Oui, et puis surtout, je pense que les entreprises en sont quand même loin de la démarche que tu évoques là, qui est la tendance, mais beaucoup, il y a encore du chemin à faire. Ah oui, oui. On est plutôt dans un engagement de principe sur ces thématiques Ouais. que sur un monitoring précis statistique. Mettons en place et allons vers plus d'authenticité et de transparence. Et après, on verra effectivement comment s'assurer des bons moyens. Sarah nous demande, l'entreprise ne craint-elle pas qu'en publiant toutes les coordonnées des collaborateurs, en les mettant à disposition, elle se fasse chasser? C'est-à-dire qu'effectivement, moi, chasseur, je vais sur Deloitte et c'est bien, j'ai un portefeuille parfait. Je peux même discuter avec les futurs candidats dans l'autre sens. C'est la réciprocité. Merci Sarah pour cette question, parce que c'est une question qui finalement revient assez souvent quand même, et ou que l'on se pose un peu moins aujourd'hui. On se la posait beaucoup avant, de savoir si, quand j'étais DRH et que je voyais que des collaborateurs étaient présents sur une CVTech, comme Cadre Emploi, Région Job, APEC, on se dit, tiens, ces collaborateurs sont sans doute, on la bougeotte et ont envie d'évoluer. Quand on est présent sur Viadeo ou sur LinkedIn, ce sont des outils qui vous suivent tout au long de votre carrière professionnelle, et donc de toute façon, toute personne y est, même les personnes qui sont en poste et bien en poste. Donc, de facto, s'ils sont présents sur cette plateforme, de les rendre disponibles ou accessibles un peu plus vite encore en les mettant sur un site carrière, finalement, ça ne va pas changer vraiment la donne. Alors, il y a des entreprises qui se disent, je risque de perdre mes collaborateurs, donc je ferme tous les accès Facebook, Viadeo, LinkedIn, Twitter, tout ce que vous voulez, sur leur temps de travail, mais ils oublient que si ces personnes sont sollicitées par un chasseur de tête, de toute façon, qu'ils répondent entre midi et deux ou le soir, et puis tout le monde a un smartphone dans la poche, ça on oublie évidemment ce petit joujou, voilà, que je montre à l'écran, et donc même quand on est bloqué en interne, tout le monde a la possibilité d'échanger sur ces outils, donc ça ne change rien, ça change rien, c'est un faux débat. Oui, je pense qu'il faut effectivement accepter le principe. Il faut accepter le beurre et l'argent du beurre, en tout cas accepter les bienfaits de la transparence et de l'authenticité, et également les quelques inconvénients, cette facilité. Le chasseur, on ne peut pas prendre que la moitié de la transparence ou la moitié de l'authenticité. D'ailleurs, à ce propos, je pense qu'il y a un devoir peut-être de transparence de la fonction RH ou de l'entreprise, mais aussi un droit à la confidentialité. Et peut-être que la transparence et la confidentialité sont les deux facettes d'une même pièce, qui est celle de l'authenticité. La vérité n'est qu'une histoire d'équilibre entre ces deux. Donc on peut aussi garder un certain nombre d'informations confidentielles. La transparence, ce n'est pas tout dire à tout le monde tout le temps. Quid de l'image, Bertrand nous pose la question, quid de l'image de l'entreprise transmise par les ambassadeurs versus l'identité numérique et réputation de chacun? Donc personal branding versus employer branding, je suppose. Ce genre de mission délicate positionne les collaborateurs en première ligne de la communication institutionnelle. Qu'en penses-tu? Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Pour moi, un collaborateur dans une entreprise est l'ambassadeur de toute manière de son entreprise, qu'il le veuille ou non, parce que comme il est présent sur LinkedIn, sur Viadeo, à l'instant T, il représente cette entreprise, ne serait-ce qu'en portant le nom de l'entreprise et en la faisant apparaître sur son profil LinkedIn ou sur son profil Viadeo. Donc, il est le porte-drapeau de son entreprise. En plus, s'il a bien fait les choses, il a linké son profil avec la page, si elle existe sur LinkedIn ou Viadeo, le logo de l'entreprise va même apparaître sur son profil. Donc, même si c'est quelquefois considéré comme un profil personnel, on est sur une plateforme professionnelle et à l'instant T, la personne représente son entreprise. Alors encore plus quand elle est RH, évidemment, quand elle est recruteur. Maintenant, tout collaborateur, quelque part, doit forcément, mais ce n'est pas un devoir contraint, doit, s'il est bien dans ses baskets et dans son entreprise, mettre son personal branding au service de la marque employeur de son entreprise. Après, s'il n'est pas bien, c'est mon avis, c'est mon humble avis, il quitte l'entreprise. Mais ça, c'est encore un autre débat. J'allais dire dernière question pour cette série-là. Alan, l'entreprise peut-elle qui nous pose la question, l'entreprise peut-elle se permettre d'être 100% transparente au risque d'être épinglée effectivement sur certains points, la diversité, le handicap, etc.
Est-ce qu'on peut tout dire à tout le monde tout le temps? Alors, c'est difficile, ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'entreprise qui dit tout, même si on verra qu'il y a quelques exemples intéressants dans ceux qui vont suivre. C'est un peu compliqué. Une entreprise qui dit tout, je ne sais pas si ça existe. Maintenant, on peut être transparent sur un certain nombre de points, et c'est ce que je vais évoquer avec les slides qui suivent. Alors, il y avait une question de Sylvie qui nous demandait de revenir, alors vraiment en 30 secondes, si tu pouvais revenir sur meilleure entreprise. Il y a eu une coupure technique, on s'en excuse. Non, mais meilleure entreprise, c'est un petit peu le Glassdoor français exactement. Qui s'est inspiré. Il nous reste 5 minutes, alors finalement moins 10 minutes, mais 5-6 minutes. Alors là, c'est un sacré challenge. On va y aller vite. Alors, l'entreprise libérée, j'ai juste comme ça. Prochaine étape. Voilà. Jusqu'où on peut aller? Alors, l'entreprise libérée, vous en avez sans doute parlé. Isaac Gates, qui est la personne dans le premier carré en haut à gauche, dans l'angle droit du bas, il a écrit un bouquin qui s'appelle Liberté et compagnie. Et l'idée d'une entreprise libérée, c'est finalement une entreprise qui laisse la possibilité à ses collaborateurs de s'exprimer, d'être plus autonomes, d'être plus responsables de leurs actions et de prendre des initiatives qui sont positives et intéressantes pour l'entreprise et qui permettent à l'entreprise de s'améliorer. Voilà. Alors, il y a aussi un aplanissement des relations hiérarchiques. En tout cas, ce sont des entreprises qui ont un peu le vent en poupe. Alors, pour ou contre, ça ne va pas forcément être le débat, on n'a pas le temps aujourd'hui, malheureusement. Mais en tout cas, et la vidéo. Alors désolé, ouais, il y a eu une petite coupure à nouveau. Donc la qualité de vie au travail, c'est un ensemble de choses. C'est les bureaux, c'est les conditions de travail, c'est l'équilibre vie perso, vie professionnelle, c'est les modalités du management, c'est l'aménagement du temps de travail. Alors désolé, il y a eu une petite coupure à nouveau. Voilà, donc la qualité de vie au travail, mais en tout cas ce sont des questions qui aujourd'hui sont les conditions de travail, c'est l'équilibre vie perso, vie professionnelle, c'est les modalités du management, c'est l'aménagement du temps de travail, c'est la possibilité de travailler de chez soi, le home office, enfin voilà, c'est très très vague comme question, mais en tout cas ce sont des questions qui aujourd'hui sont stratégiques pour les entreprises et les entreprises communiquent de plus en plus sur leurs locaux, sur leurs bureaux, sur les conditions qu'elles proposent à leurs collaborateurs. Est-ce qu'il y a un service de conciergerie, est-ce qu'il y a une crèche pour les enfants des collaborateurs, enfin un certain nombre de choses. Et dans cet environnement, il y a évidemment des questions de stress, des questions de burn-out, des questions de mort subite. Alors tout ça c'est assez dur comme question, mais ce sont de vraies questions et il y a des entreprises qui ont été malheureusement touchées par des suicides, mais aussi la mort subite, c'est la mort qui arrive à tout moment, ça peut être un AVC, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être, voilà. Le burn-out, moi je sais ce que c'est, puisque j'en ai vécu un moi-même à titre personnel et c'est costaud en tout cas. Donc voilà, il serait temps que les entreprises soient un peu plus transparentes sur ces risques aussi liées au travail et qu'elles soient à même de les prévenir un peu plus, voire de les guérir par la suite. Alors, et l'idée voilà, de tous ces sujets que j'évoque, c'est de voir jusqu'où peuvent aller les entreprises. Donc les salaires, alors ça on va aller très vite, mais c'est Buffer, qui est une entreprise américaine, qui a proposé, qui a ouvert complètement sa grille de salaire. Donc tous les collaborateurs savent exactement, et même le tout un chacun, puisque là c'est un extrait de cette grille qui a été publié sur Internet, peuvent découvrir les salaires des autres collaborateurs qui sont calculés selon une formule qui est rigoureusement la même pour tout le monde. Oui, c'est deux choses différentes que de montrer quel est l'algorithme qui permet de calculer le salaire et donc d'officialiser le salaire, que de montrer en toute transparence les salaires sans présenter l'algorithme, ce qui pourrait être un peu contre-productif. Alors, ça c'est très intéressant, forcément, passionnant, voire dérangeant pour certains évidemment, c'est de savoir que avec le développement de la robotisation, de l'automatisation, un certain nombre d'emplois sont menacés aujourd'hui, un certain nombre de cabinets et d'instituts spécialisés indiquent que des millions d'emplois vont disparaître dans les prochaines années. Alors le cabinet Roland Berger, c'est 3 millions d'emplois d'ici 2025. Pour Davos, c'est la conférence mondiale chaque année, c'est 5 millions, qui vont disparaître également. Et puis, pour ces différents instituts, notamment Gartner comme Roland Berger, c'est jusqu'à 47-48% que vont passer les entreprises en interne. Est-ce que les entreprises sont capables aujourd'hui de prévenir en interne? Est-ce que les entreprises plutôt sont capables aujourd'hui de prévenir d'informer leurs collaborateurs finalement plutôt d'anticiper et de certains collaborateurs de leur métier finalement il va falloir du coup peut-être leur proposer des formations adaptées, voire essayer d'imaginer il va falloir du coup peut-être leur proposer des formations adaptées, voire essayer d'imaginer les métiers qui n'existent pas encore, parce que ça aussi c'est assez intéressant de savoir que dans les 10 prochaines années, les métiers qui seront les plus demandés, 60% des métiers
qui existeront dans les 10 prochaines années n'existent pas aujourd'hui. Et de la même manière, les 10 métiers les plus demandés en 2014 n'existaient pas 10 ans avant, tels les métiers de community manager, de web designer, de data analyst et autres. Donc c'est intéressant de voir que ça bouge à une vitesse assez incroyable aujourd'hui et que ces questions-là aussi, les entreprises doivent s'en emparer et en parler à leurs collaborateurs. La fin du CDI, alors ça c'est tout à fait possible, moi je pense que le CDI va disparaître. Pourquoi? Parce que les entreprises n'ont plus besoin aujourd'hui de compter sur autant de collaborateurs sur une durée aussi longue, donc l'emploi à vie c'est vraiment terminé. Je parle depuis quelques années moi déjà du candidat à vie, puisque chaque personne étant présente sur les médias sociaux et donc directement accessible des recruteurs dans cette logique de branding personnel. Et du coup, toute personne, qu'il soit activement à la recherche ou passivement à la recherche en étant bien dans son poste, peut être aujourd'hui sollicité par un recruteur. Donc déjà, on est candidat à vie. Et puis la fin du CDI, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, les entreprises n'ayant plus besoin de ces ressources sur une longue durée vont de plus en plus travailler à la mission, travailler en mode projet, et donc vont ajuster la voilure en fonction des besoins, et donc nécessairement vont recruter quand elles en auront besoin et ne plus recruter quand elles en ont moins besoin, et donc vont avoir de plus en plus besoin de personnes, de ressources sur des périodes courtes. On le voit que 9 emplois sur 10 aujourd'hui sont assurés par des CDD ou par des missions d'intérim et sur des périodes de plus en plus courtes. Donc, 9 recrutements. 9 recrutements. 9 recrutements sur 10. Donc ça veut dire que vraiment l'entreprise a besoin d'être plus agile et de profiter d'une force de travail d'une manière un peu plus souple. Donc, et puis on a la nouvelle génération qui elle aussi aspire à changer régulièrement d'activité de toute façon. Donc la fin du CDI, c'est quelque chose qui risque d'arriver un jour. Il nous reste 30 secondes. Et alors on termine juste avec le revenu de base ou... Allez, allons-y. Alors 2 secondes vraiment. Et du coup, de par cette réalité, robotisation, automatisation, dématérialisation, de plus en plus de personnes vont se retrouver forcément sans activité, voire en intercontrat un petit peu comme dans une ESN, les ex-SS2I. Et donc nécessairement, comment fait-on pour partager le temps de travail entre tous les individus et est-ce qu'on le rémunère, est-ce qu'on le rétribue par un revenu de base universel, à savoir que chaque individu pourrait toucher le même revenu de base et ces individus qui travaillent toucheraient en plus le revenu de leur travail, de leur emploi plutôt, pour être très, très clair, puisque là aussi, j'ai malheureusement pas le temps de faire la distinction entre emploi et travail, mais en tout cas, l'emploi n'est pour certains spécialistes comme Baptiste Milondo, qui est un spécialiste du revenu inconditionnel, l'emploi n'est qu'une forme de travail parmi d'autres, et donc tout individu est contributeur de l'enrichissement collectif. Et tout individu est comme le membre d'une association, et cette association, cette grande association, c'est notre société. Et donc il y a 1001 façons aujourd'hui d'apporter sa contribution à cet enrichissement collectif et à cette grande association, et qui ne sont pas uniquement rémunérées financièrement. Voilà, donc on a un grand débat là aussi à ouvrir. En tout cas, alors, ce sujet du revenu de base universel, je pense qu'il fera l'objet d'un prochain webinaire de Parlons RH, parce que, y compris les thématiques que tu évoquais précédemment, c'est des sujets en tant que tels, c'est très intéressant de les mettre en perspective au regard du propos initial. On répondra aux questions qui sont posées, là, les dernières questions, on y répondra dans le chat, car on souhaite toujours terminer à l'heure, et là on a 1 minute de retard. Je voudrais juste, comme tu as une activité, je sais que tu as une activité dense, alors d'abord je voudrais te remercier d'être venu jusqu'à nous et d'avoir fait ce webinaire, merci beaucoup. Et juste pour terminer, 2 petites questions très rapides. Tu as une activité intense, prochaine étape, prochaine news à partager avec les participants? J'ai un projet de livre qui sommeille depuis 3 ans, on va dire maintenant. J'ai écrit un livre qui s'appelait Job et réseaux sociaux, connectez-vous, qui était destiné plutôt aux candidats. Et là, j'ai le projet effectivement de sortir un livre destiné aux recruteurs sur toute l'évolution du recrutement de 98 à aujourd'hui, voire même jusqu'à 2020. Ouais, il y a un très bon billet sur RMS News qui est un peu le teaser de cet ouvrage. Exactement. Je vous invite à aller le parcourir. Et ton coup de cœur, on voudrait terminer toujours ce webinaire par un coup de cœur RH. Allez, en quelques secondes. Alors, tu vois, je suis tellement pressé que j'ai même complètement oublié la question. Tu m'avais pourtant prévenu. Eh ben, c'est pas grave. Coup de cœur RH, je vais pas en avoir un qui vient tout de suite. C'est pas grave, on la diffusera aux participants. Moi, je voulais encore une fois te remercier tous les participants. Je vous donne évidemment rendez-vous in real life le 11 octobre 2016, qui est la date de la RMS Conf. Inscrivez-vous. Ça fait un petit peu loin pour se rencontrer, donc je vous rappelle que l'adresse de Parlons RH, c'est le 3 bis rue du Docteur Foucault à Nanterville. Toute la team Parlons RH est là, évidemment, pour vous accueillir, prendre un petit café et bien sûr, Parlons RH, mais pas que. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.